Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous plongeons dans le Paris de la Belle Époque. Une ville en pleine effervescence. Des soirées fastueuses, des théâtres illuminés. Et pourtant, dans l'ombre, un gang insaisissable frappe sans pitié. Braquage spectaculaire. Meurtre rituel. Une police dépassée. Mais qui étaient vraiment les vampires de Paris? Leurs crimes ont semé la panique. Leurs visages restaient introuvables. Et leurs rituels obscurs ont laissé planer un doute. Et si les vampires n'étaient jamais vraiment partis? Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. Paris, 1912. Une ville de lumière et d'ombre, où les rues pavées résonnent du pas pressé des bourgeois et du murmure des exclus. Sous les ponts de la Seine, dans les ruelles obscures du Marais et les passages oubliés des Halles, une menace grandit. On l'évoque à voix basse dans les troquets enfumés et dans les mansardes où vivent les miséreux. Un nom, un murmure, une malédiction, les vampires. La police en parle à demi-mot. Des vols d'une audace inouïe, des cambriolages exécutés avec une précision chirurgicale, des meurtres sanglants où les victimes semblent avoir été vidées de leur force vitale. Certains y voient l'œuvre d'une bande criminelle sans pitié. D'autres, plus superstitieux, chuchotent qu'il s'agit de véritables créatures de la nuit, insaisissables et immortelles. Dans son petit bureau de la rue Montmartre, le journaliste Émile Verdier, chroniqueur de faits divers pour le Petit Parisien, suit l'affaire avec un intérêt croissant. Il est de ces hommes pour qui la vérité est une obsession, une fièvre qui ne s'éteint jamais. Pendant des mois, il accumule notes et témoignages, traque les indices et les rumeurs. Son instinct lui dit que derrière ce nom effrayant se cache bien plus qu'une simple bande de malfrats. Un soir de novembre, alors que la brume étouffe la ville et que les réverbères projettent des ombres mouvantes sur les façades humides, il obtient enfin une piste. Jean le Terrible Garnier. Un nom qui revient dans la bouche des indicateurs, un fantôme dont on dit qu'il hante les bas-fonds. Chef des vampires, il ne laisse derrière lui que des cadavres et des mystères. Il n'existe pas sur les registres officiels, confie un ancien policier à Verdier, assis au fond d'un café du faubourg Saint-Antoine. Pas de dossier, pas d'adresse, juste une légende qu'on se refile entre flics. Une ombre qui passe, un regard dans la nuit, et puis plus rien. On raconte que Garnier aurait commencé comme simple voleur, rôdant près des théâtres et des salons mondains, détroussant les riches en sortant de leur réception. Mais très vite, son ambition et sa cruauté surpassèrent celles de ses pairs. Il rassembla autour de lui une poignée d'hommes aussi redoutables que fidèles, des silhouettes dissimulées sous des capes sombres, des visages masqués que personne ne pouvait identifier. Ils ne laissaient derrière eux que le silence et l'effroi. Les témoignages sont troublants. Une vieille concierge du quartier latin jure avoir vu Garnier sauter du 3e étage d'un immeuble pour disparaître dans la nuit sans la moindre blessure. Une prostituée du boulevard Sébastopol raconte qu'un de ses clients a murmuré, l'angoisse dans la voix, « Les vampires ne saignent pas ». Le mystère s'épaissit encore lorsque Verdier découvre une série de meurtres étranges. Des banquiers, des négociants, des officiers de police retrouvaient la gorge tranchée ou la peau exsangue. Pas de témoins, pas de preuves, seulement une signature tracée à l'encre noire sur les murs, un V gothique, comme une morsure laissée dans la pierre. La peur s'insinue dans Paris. Les bourgeois verrouillent leurs portes plus tôt, les sergents de ville patrouillent avec la main crispée sur leurs bâtons, et dans les bas-fonds, les plus misérables murmurent que la nuit n'appartient plus aux hommes. Les vampires sont là. Et personne ne sait comment les arrêter. L'année 1913 débute sous une ombre sinistre. Paris, ville lumière, devient la proie d'une obscurité nouvelle, plus terrifiante que les brumes hivernales qui engloutissent les quais de la Seine. Les journaux n'osent pas encore l'écrire, mais le murmure court dans les rues, les vampires sont en chasse.
Tout commence par une découverte macabre dans une ruelle du Marais. Un chiffonnier, cherchant quelque chose à revendre, tombe sur un corps affalé contre un mur de pierre. Un homme richement vêtu, les yeux grands ouverts sur une terreur indicible. Sa gorge est marquée de 2 incisions nettes, et son teint est d'une pâleur cadavérique. Vidangé comme un tonneau percé, commente un sergent de ville en repoussant son képi sur son crâne, livide. D'autres cadavres suivent. Un négociant retrouvé dans un fiacre abandonné, la peau froide comme du marbre. Une danseuse de cabaret, son corps dissimulé dans une malle près des buttes Chaumont, les poignets lacérés en un symbole incompréhensible. Un commissaire corrompu, pendu dans son propre bureau, la mention V gravée sur son front. Les rumeurs se propagent comme une fièvre. Certains affirment que les vampires ne se contentent pas de voler et de tuer, ils prélèveraient le sang de leurs victimes dans d'obscurs rituels, cherchant à percer les secrets de l'immortalité. D'autres y voient l'œuvre d'une secte cachée au cœur de la ville, une société nocturne dont les codes ésotériques décorent désormais les murs des arrondissements les plus pauvres. Les autorités, impuissantes, multiplient les patrouilles. Mais la bande frappe avec une audace inouïe. Un soir, ils pillent une bijouterie de la rue de Rivoli en plein cœur de Paris. Pas une porte forcée, pas une vitre brisée. Comme si les ombres elles-mêmes s'étaient glissées à l'intérieur pour emporter les diamants et disparaître avant le premier rayon de lune. Le lendemain, c'est un coffre-fort d'un riche collectionneur qui est éventré dans sa résidence cossue. L'homme, retrouvé mort sur son lit, un sourire figé sur les lèvres, serre encore dans sa main un morceau de papier où figurent ces mots tracés à l'encre noire. La nuit est à nous. Les criminels eux-mêmes redoutent cette nouvelle menace. La pègre parisienne, habituée à ses propres codes d'honneur et de violence, ne comprend pas cette sauvagerie. Les vampires ne se contentent pas de s'emparer de l'or et des richesses, ils humilient, torturent, et laissent derrière eux un message de domination. Un soir de janvier, dans une fumerie d'opium cachée sous un restaurant du quartier latin, un gang de voleurs tente de négocier une alliance avec un certain Jean le terrible Garnier. Mais au matin, le propriétaire du lieu découvre une scène d'horreur. Les corps des truands sont alignés contre le mur, leur sang coulant encore sur le parquet. Un seul survivant, traumatisé, ne cesse de murmurer. Ils n'ont pas d'ombre, ils n'ont pas d'ombre. La police commence à comprendre que cette bande n'est pas une organisation comme les autres. Leur mode opératoire est trop précis, leur symbolique trop sophistiquée pour de simples criminels avides d'argent. Et lorsque, par une nuit sans lune, un fonctionnaire de la préfecture affirme avoir vu Irma Vep, la mystérieuse femme des vampires, se glisser dans une calèche au bras de l'un des plus puissants industriels de la ville, la peur atteint les hautes sphères. Les vampires ne sont plus un simple gang. Ils sont une légende en train de s'écrire. Dans le labyrinthe nocturne de Paris, où le mystère et le crime se confondent sous la lueur vacillante des réverbères, un nom revient encore et encore dans l'enquête d'Émile Verdier, Irma Vep. Si Jean le Terrible est le bras armé des vampires, elle en est l'esprit insaisissable. Une femme aussi fascinante que redoutée, dont la simple évocation fait frémir aussi bien les policiers que les criminels. D'abord, ce ne sont que des murmures. Une silhouette aperçue dans l'ombre d'un passage couvert, une robe sombre disparaissant dans une calèche, un rire envoûtant flottant dans une ruelle déserte. Puis viennent les témoignages plus concrets, une actrice adulée au théâtre de la gaieté lyrique, une beauté envoûtante qui captive les foules autant qu'elle ensorcelle les hommes puissants. Émile Verdier suit sa piste avec l'obsession d'un chasseur traquant une créature de légende. Il assiste à l'une de ses représentations, et dès qu'elle entre en scène, il comprend pourquoi elle est aussi redoutée que désirée. Irma Vep ne joue pas un rôle, elle incarne le mystère lui-même. Ses gestes sont fluides comme une danse, son regard noir semble transpercer l'âme de chaque spectateur. Mais derrière ce masque de comédienne se cache une vérité plus sombre. Ceux qui l'approchent de trop près finissent par disparaître. Des notables ruinés après une nuit en sa compagnie, des rivaux des vampires qui ne réapparaissent jamais après l'avoir courtisé. On dit qu'elle hypnotise ses proies, qu'elle leur murmure des secrets vénéneux avant de les livrer à leur destin funeste.
La police la suspecte, sans jamais pouvoir l'arrêter. Elle est toujours ailleurs, toujours insaisissable. Lorsqu'une descente est menée dans un hôtel particulier où elle était supposée séjourner, les enquêteurs ne trouvent qu'un parfum capiteux flottant dans l'air et un mot laissé sur la coiffeuse. Vous êtes trop lent. Certains vont même jusqu'à affirmer qu'elle n'existe pas vraiment, qu'elle est un mythe façonné par les ténèbres de la ville. Mais Verdier n'en doute pas, Irma Vep est bien réelle. Et derrière son éclatante beauté se cache une intelligence redoutable, une stratège capable d'orchestrer les crimes les plus audacieux. Une nuit, alors qu'il rôde aux abords d'un cabaret louche où elle a été aperçue, Verdier croit l'apercevoir. Elle marche seule, enveloppée d'un manteau de velours, le chapeau baissé sur ses yeux. Il la suit, le cœur battant, à travers les rues silencieuses. Mais au détour d'une ruelle, elle se retourne. Son regard le fige sur place. Un sourire se dessine sur ses lèvres rouges, un sourire à la fois amusé et menaçant. « Pourquoi me cherchez-vous, monsieur Verdier ?» Sa voix est douce, envoûtante, un murmure qui semble flotter entre eux. Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'évanouit dans l'obscurité, comme si la nuit elle-même l'avait engloutie. Verdier sait désormais une chose, Irma Vep n'est pas seulement une criminelle. Elle est une ombre vivante, une illusion qui contrôle le jeu d'un simple battement de cils. Les rues de Paris chuchotent des histoires qu'aucun homme ne veut entendre à haute voix. Les vampires ne sont pas seulement des criminels, dit-on dans les bouges de Montmartre et les arrière-salles des cabarets enfumés. Ils sont liés aux ténèbres elles-mêmes. On raconte qu'ils ont scellé un pacte, une alliance profane avec des forces que la raison humaine ne peut comprendre. Ce marché, scellé dans l'ombre du plus ancien des cimetières de Paris, leur conférerait leur pouvoir insaisissable. Protection, richesse et domination en échange de rituels sanglants. Émile Verdier, plus que jamais décidé à percer le mystère, suit une nouvelle piste. Un indicateur lui parle d'un nom qui revient sans cesse dans les conversations les plus secrètes, la loge noire du Père Lachaise. Par une nuit glacée, où la brume s'accroche aux pierres comme une toile d'araignée, il se rend au célèbre cimetière. Entre les tombes et les mausolées, le vent semble murmurer des prières oubliées. Guidé par une source anonyme, il s'enfonce dans les sentiers les plus reculés, là où même les gardiens n'osent s'aventurer une fois la nuit tombée. C'est alors qu'il la découvre. Une crypte oubliée, dissimulée sous les ronces et les gravats. Une porte de fer rongée par le temps, où un symbole étrange est gravé, un V gothique, la signature des vampires. D'un geste tremblant, il pousse la porte et descend un escalier de pierre qui s'enfonce dans les entrailles de la terre. L'air est épais, chargé d'humidité et d'un parfum métallique indéfinissable. À la lueur de sa lanterne, il découvre une salle circulaire, tapissée de symboles gravés dans la roche. Des inscriptions ésotériques, d'anciens alphabets mêlant latin, grec et une langue qu'il ne reconnaît pas. Mais ce sont les objets au centre de la pièce qui lui glacent le sang. Des bougies noires à moitié consumées, dont la cire fondue semble figurer des silhouettes hurlantes. Un autel de pierre, taché de marques brunes, vestige de sacrifices impies. Des masques en velours noir, ornés de filigranes d'argent, semblables à ceux décrits par les rares témoins ayant croisé les vampires. Et sur l'un des murs, une phrase gravée à même la pierre. Par le sang, nous renaissons. Par l'ombre, nous régnons. Un bruit derrière lui. Un souffle. Verdier se fige, la lanterne vacille. Une silhouette se tient là, immobile dans l'entrée de la crypte. Un homme vêtu d'une longue cape noire, un masque couvrant son visage. Le journaliste sent son cœur cogner dans sa poitrine. Il n'est pas seul. Un rire léger s'élève. Féminin. Monsieur Verdier, vous êtes bien curieux. Irma Vep. Sa silhouette gracile s'avance, ses yeux étincelants dans l'obscurité. Vous croyez en la vérité ? Murmure-t-elle. Parfois, la vérité est pire que le mensonge. Puis, dans un mouvement fluide, elle éteint sa bougie entre ses doigts. L'obscurité avale tout. Et Verdier comprend trop tard que les vampires ont toujours une longueur d'avance. Paris suffoque sous une ombre invisible. Les journaux relatent chaque jour des crimes audacieux,
des vols spectaculaires et des meurtres rituels qui portent tous la même signature. Un V tracé à l'encre noire ou gravé dans la chair des victimes. Les vampires sont partout et nulle part à la fois. Ils s'infiltrent dans les cercles de la haute société, imposent leurs lois aux criminels du pavé, et surtout, ils échappent à la police avec une facilité qui défie toute logique. Dans les bureaux feutrés de la préfecture, un homme refuse de plier devant cette menace insaisissable. Alphonse Bertillon, pionnier de la police scientifique, père de l'identification criminelle et de l'anthropométrie, est un homme méthodique, obsédé par l'ordre et la preuve irréfutable. Là où ses collègues se perdent en conjectures, lui veut des faits. Il établit des fiches, collecte les moindres détails sur les crimes des vampires, analyse les lieux de leurs méfaits, traque les incohérences. Mais plus il s'approche, plus les témoins disparaissent avant de pouvoir parler. Un receleur arrêté avec des bijoux volés est retrouvé pendu dans sa cellule. Un indicateur bien informé, prêt à donner des noms en échange d'une protection, est poignardé dans une ruelle le soir même de son interrogatoire. Un policier convaincu d'avoir repéré un repère de la bande est abattu en pleine rue, en plein jour, sous les yeux de dizaines de témoins, et personne ne parle. Le silence devient une arme. Bertillon comprend alors l'ampleur du problème, les vampires ne sont pas qu'un gang. Ils sont une toile d'araignée tissée au cœur de Paris, une organisation qui a infiltré les bas-fonds, les salons mondains et même les couloirs de la justice. Le commissaire décide alors de prendre une approche plus radicale, infiltrer le gang. Il envoie un jeune agent sous couverture, un certain François Lemoine, parmi les petits criminels susceptibles d'avoir des liens avec les vampires. Pendant des semaines, Lemoine joue le rôle d'un voleur de bijoux cherchant à gravir les échelons. Il côtoie les informateurs des faubourgs, se fait un nom en revendant des montres volées, et finit par attirer l'attention d'un homme mystérieux, un dandy vêtu d'un long manteau noir. Les ombres t'observent, Lemoine. C'est la dernière fois qu'on le voit. 3 jours plus tard, la police retrouve son corps flottant dans la Seine. Ses poignets sont attachés avec un foulard de soie rouge, et dans sa bouche, un simple billet sur lequel est écrit « Même le diable n'infiltre pas l'enfer ». Bertillon serre les dents. Il comprend alors ce que beaucoup refusent d'admettre, les vampires ne sont pas seulement insaisissables. Ils sont protégés. Par qui? Les réponses se cachent derrière des portes closes, dans les alcôves des théâtres, dans les soupers luxueux où les notables lèvent leur verre à la prospérité, tandis que, dans l'ombre, Irma Vep observe et sourit. La peur s'étend dans la ville comme une épidémie. Les citoyens verrouillent leurs portes dès la tombée de la nuit, les policiers détournent les yeux, et les rares courageux qui osent prononcer le nom des vampires le murmurent à voix basse. Les ombres ont gagné du terrain. Et Paris se demande, tremblante, si la lumière peut encore les atteindre. L'hiver s'abat sur Paris, enveloppant la ville d'un manteau glacé. Le vent souffle le long de la Seine, faisant vaciller les réverbères, projetant des ombres difformes sur les pavés humides. Ce soir-là, pourtant, ce n'est pas le froid qui fige les cœurs, mais la terreur. Les vampires sont sur le point de frapper un grand coup. La cible, un convoi bancaire transportant des millions de francs en billets et en lingots d'or. L'escorte est lourde, composée d'un fourgon blindé et de plusieurs gendarmes armés, censés assurer la sécurité du chargement jusqu'à la Banque de France. Le trajet est secret, étudié pour éviter les attaques. Mais face aux vampires, aucun plan n'est infaillible. Les rues sont calmes, seulement troublées par le claquement des sabots sur le pavé et le grondement des moteurs. Lorsque le convoi arrive sur le pont de l'Alma, tout bascule en une fraction de seconde. Une explosion déchire la nuit. Le premier fourgon de l'escorte vole en éclats, projetant des flammes et des débris dans la Seine. Avant même que les gardes ne réagissent, des ombres surgissent du brouillard, encapuchonnés, masqués, rapides comme des spectres. Les témoins aux dépassants, quelques fiacres arrêtés plus loin, retiennent leur souffle. Les vampires semblent irréels, surgissant des brumes comme des créatures de l'au-delà. Ils ne crient pas, ne laissent échapper aucun son inutile. Seuls les ordres brefs, murmurés entre eux, se mêlent au crépitement des flammes.
Les gardes tentent de riposter, mais ils sont dépassés. Des balles sifflent, des lames scintillent dans l'obscurité. En quelques minutes, la résistance est brisée. Jean Garnier est là, debout au milieu du chaos, dominant la scène d'un regard froid. D'un geste, il ordonne à ses hommes de charger les sacs d'or dans des véhicules stationnés en embuscade. Tout est parfaitement orchestré. Irma Vep, drapée d'une cape de velours, s'approche d'un des blessés, un gendarme à genoux, le regard terrifié. Elle se penche doucement, effleure sa joue d'un doigt ganté et murmure. « Racontez-leur ce que vous avez vu, et laissez-les deviner si nous sommes réels. » Puis elle disparaît dans la nuit. Quelques instants plus tard, les vampires s'évanouissent, ne laissant derrière eux que des cadavres, de la fumée et une peur grandissante. Le lendemain, les journaux s'affolent. Le Petit Parisien titre « Les démons de la Seine ont un gang ou une apparition ». On raconte que les assaillants marchaient sans bruit, que leurs balles fusaient comme des éclairs silencieux, et que leur visage était impossible à distinguer. Certains jurent qu'ils ont vu Garnier sauter du haut du pont dans la Seine sans faire de bruit en touchant l'eau. La peur se transforme en superstition. Les vampires ne sont plus seulement un gang criminel. Ils deviennent une légende. L'hiver parisien enveloppe la ville d'un manteau brumeux, mais ce soir, la foule se presse devant le théâtre de la Gaîté Lyrique. Hommes en redingote, dames parées de bijoux scintillants, journalistes avides de mondanité. Tous sont venus voir Irma Vep dans son dernier rôle, une pièce envoûtante où elle incarne une femme fatale aux intentions funestes. Sous les dorures du théâtre, Émile Verdier et Alphonse Bertillon sont là, tapis parmi les spectateurs. Ils savent que cette représentation n'a rien d'innocent. Irma Vep est bien plus qu'une actrice. Elle est le visage des vampires, leur muse et leur stratège. Ce soir, elle joue un double rôle, murmure Bertillon, son regard acéré braqué sur la scène. La lumière s'atténue. Le rideau se lève. Dès qu'Irma entre en scène, le silence se fait. Elle est envoûtante, une apparition fluide, vêtue d'une robe noire qui semble absorber la lumière. Son regard glisse sur l'audience, et s'arrête un instant sur Émile Verdier. Un frisson lui parcourt l'échine. Elle sait qu'il est là. Mais alors que l'acte final approche, Paris bascule dans le chaos. Au même instant, une explosion retentit aux Halles. Un entrepôt de marchandises prend feu, illuminant le ciel d'une lueur infernale. Rue Saint-Honoré, un convoi de fourgons blindés est attaqué, les gardes abattus d'une balle en pleine tête. Dans le faubourg Saint-Antoine, un juge d'instruction est retrouvé dans son cabinet, égorgé, son sang ayant servi à tracer un V sur le mur. Et dans un salon privé de Montmartre, un policier en civil, infiltré depuis des mois, est découvert pendu au lustre, son corps oscillant au-dessus des invités horrifiés. Les vampires viennent de frapper simultanément en plusieurs points de la ville. Bertillon et Verdier n'en reviennent pas. C'est un leurre, siffle Bertillon. Elle nous a tenus en haleine ici pendant que ces sbires lançaient leur assaut. Mais Irma, sur scène, continue de jouer son rôle avec une perfection glaciale. Son sourire s'étire légèrement. Elle le savait. Le rideau tombe dans un tonnerre d'applaudissements. Les spectateurs acclament la tragédienne sans savoir qu'elle orchestre, à cet instant précis, le plus grand assaut criminel de la décennie. Bertillon bondit de son siège, bousculant des dames effrayées. Il veut l'arrêter. Mais lorsqu'il atteint les coulisses, Irma a disparu. Une loge vide, un parfum capiteux flottant dans l'air, et une simple carte laissée sur le miroir. Merci pour le spectacle, messieurs. Dans les jours qui suivent, Paris est en état de siège. Les vampires viennent de prouver qu'ils peuvent frapper n'importe où, à n'importe quel moment, et sous n'importe quelle forme. Plus personne ne doute de leur pouvoir. Et au fond de lui, Émile Verdier le sait, ils ne font que commencer. Dans l'ombre d'un Paris en proie à la peur, les vampires ne sont plus intouchables. Une fissure est apparue dans leur empire nocturne, et cette fissure porte un nom, Michel le Spectre. Voleur habile et homme de main autrefois fidèle à Jean le Terrible, il connaît les recoins les plus obscurs du gang. Mais aujourd'hui, c'est un homme traqué,
rattrapé par la justice. Pris dans une rafle après un cambriolage raté, il se retrouve face à Alphonse Bertillon, le seul policier capable de déchiffrer les ombres de cette ville labyrinthique. La guillotine l'attend, et Michel le sait. Alors il parle. Grâce à ses aveux, la police découvre l'un des sanctuaires les plus secrets des vampires, une cave souterraine cachée sous les halles de Paris. Dans cette catacombe criminelle, les agents de Bertillon trouvent des montagnes de butin, volées aux plus grandes fortunes de la capitale. Mais ce qui glace le sang des enquêteurs, ce sont les reliques macabres laissées derrière eux. Des masques noirs en velours, suspendus au mur comme des visages fantomatiques. Des registres codés, mentionnant des noms mystérieux, des transactions clandestines et des dates qui coïncident avec les plus grands crimes des vampires. Un trône de bois sculpté, sur lequel est gravé « Rien n'arrête ceux qui marchent avec la nuit ». Et enfin, dans une alcôve dissimulée derrière un rideau de soie pourpre, une série de portraits. Des visages de notables, de policiers corrompus, de personnalités influentes. Tous liés aux vampires d'une manière ou d'une autre. Bertillon comprend alors que le gang n'est pas seulement un réseau criminel. C'est une organisation souterraine qui infiltre les hautes sphères de Paris. Mais il ne reste que peu de temps avant que Garnier et Irma Vep ne réagissent. Lorsque Jean le terrible Garnier apprend la trahison de Michel le Spectre, sa fureur est sans limite. Un vampire ne trahit pas. Un vampire ne saigne pas. Dans la nuit glaciale, un corps est retrouvé sur les quais de Seine. Michel le Spectre, pendu sous un pont, la gorge tranchée avec une précision chirurgicale. Dans sa main figée par la mort, un message est laissé. La lumière ne chasse pas toujours l'ombre. Les vampires ont frappé en représailles. Mais Bertillon le sait, il vient de les forcer à sortir de l'ombre. Le jeu vient de changer. Alors que la police resserre son étau, Irma Vep disparaît de la scène publique. Plus de représentations théâtrales, plus de soupers mondains. Elle prépare quelque chose. Bertillon, Émile Verdier et leurs hommes savent qu'ils n'ont qu'une seule chance pour capturer les vampires. Le piège doit se refermer. Mais dans cette guerre entre ombre et lumière, qui tombera le premier? Les entrailles de Paris recèlent des secrets que peu osent explorer. Des kilomètres de tunnels serpentent sous la ville, des couloirs de pierre où le silence n'est troublé que par le goutte à goutte de l'eau suintant des voûtes. C'est là, sous les pavés de la capitale, que les vampires ont trouvé refuge. Depuis la chute de leur repère sous les Halles, Jean le terrible Garnier et ses fidèles se sont enfoncés dans les profondeurs interdites des catacombes. Là où la lumière meurt, où les anciens morts dorment sous des monceaux d'ossements, ils attendent leur heure. Mais Bertillon n'a pas l'intention de leur laisser ce répit. Guidé par Michel le Spectre, le seul qui connaisse les passages secrets avant sa trahison et son exécution, les policiers descendent dans les catacombes par une entrée dissimulée près de d'Enfer Rochereau. Les torches tremblent, projetant sur les murs des ombres déformées. Restez groupés. Il est facile de se perdre ici, murmure Bertillon. Les tunnels s'étendent en un labyrinthe infini. Des galeries anciennes aux plafonds effondrés, des couloirs marqués de gravures étranges, des niches où s'entassent des crânes qui les observent de leurs orbites vides. La peur suinte des murs. Plus ils avancent, plus ils découvrent des signes inquiétants. Des traces de pas récentes, prouvant que les vampires ne sont pas loin. Des restes de repas et de lanternes éteintes, abandonnés à la hâte. Des symboles gravés sur la pierre, certains rappelant des rites occultes. Puis, ils tombent sur un premier cadavre. Un homme à genoux, les mains liées dans le dos, la gorge tranchée d'un seul coup net. Un message a été gravé sur sa poitrine au couteau. Repartez. La mort vous attend. Verdier, fébrile, devance Bertillon. Il sent que la vérité est proche. Soudain, au bout d'un couloir aux murs suintants, il débouche sur une vaste salle voûtée, une chapelle oubliée, perdue sous terre depuis des siècles. Mais ce qui les attend la dépasse l'entendement. Un autel de pierre, baigné dans une lumière tremblante de bougies noires. Sur l'autel, une dague rituelle, maculée de sang séché. Autour, des robes sombres abandonnées, des restes de cérémonies inavouables.
Bon Dieu, souffle Bertillon. Ce n'est plus un simple gang. C'est une secte, une fraternité cachée dans les ombres. Puis, avant même qu'il ne puisse réagir, un rire s'élève dans les ténèbres. Une voix suave, féminine, se réverbère contre les murs de pierre. Messieurs, vous êtes enfin venus nous rendre visite. Irma Vep est là. Et dans les profondeurs des catacombes, la chasse vient de se retourner contre les chasseurs. Les ombres régnèrent longtemps sur Paris. Trop longtemps. Mais toute légende, même la plus terrifiante, finit par vaciller lorsque le peuple décide qu'il ne tremblera plus. Les vampires, autrefois intouchables, sentent le vent tourner. Leur empire de peur s'effondre. Les rues bruissent de murmures. Des alliances se brisent. D'anciens complices disparaissent ou parlent trop. Les commerçants refusent désormais de fermer les yeux sur leur vol. Les receleurs les dénoncent pour sauver leur propre peau. Même dans la haute société, les protecteurs silencieux des vampires commencent à se détourner, craignant que leur lien avec la bande ne les conduise à la ruine ou à la guillotine. Bertillon et ses hommes encerclent un à un leurs repères, saisissent leurs caches d'armes et de butin, traquent les derniers fidèles. Paris n'appartient plus aux ombres. Et dans cette nuit qui s'apprête à tout changer, Garnier et Irma Vep sont acculés. Un hôtel particulier au volet clos, dissimulé derrière les façades élégantes du boulevard Haussmann. Un dernier sanctuaire. Un piège en devenir. Jean le terrible Garnier et Irma Vep s'y sont retranchés avec leur dernier homme. Des fidèles, des damnés, des âmes vouées aux ténèbres. Les chandeliers illuminent encore les dorures du salon, les meubles d'acajou, les miroirs où se reflètent les visages crispés des criminels. Loin des catacombes et des souterrains, cette nuit se terminera ici, dans un décor de velours et de cendres. Irma ajuste ses gants de dentelle noire, impassible, tandis que Garnier charge son revolver. C'est ici que tout se joue, murmure-t-il. Elle ne répond pas. Elle sait déjà. Dans la rue, les policiers prennent position. Une ligne de gendarmes, fusil en main, cernant l'hôtel. Bertillon dirige l'assaut. Rendez-vous, tonne-t-il. Le silence est la seule réponse. Puis, un premier coup de feu brise un miroir. La fusillade éclate. Des éclats de verre volent dans les airs. Des meubles renversés, des rideaux en soie déchirés par les balles. Les vampires, acculés, tirent avec la rage du désespoir. Mais ils ne peuvent pas lutter contre une armée. L'un après l'autre, ils tombent. Les serviteurs de Garnier s'effondrent sur les tapis luxueux, le sang souillant les fleurs brodées. L'air se charge de poudre, de cris et de faim. Puis, le silence. Bertillon entre dans le salon en ruine. Il balaie la pièce du regard. Garnier est là, adossé à un fauteuil éventré, le souffle court, une main crispée sur une blessure mortelle. La lumière gagne toujours, Garnier lâche Bertillon en s'avançant. L'homme le fixe, et un sourire traverse son visage ensanglanté. Vraiment ? Souffle-t-il. Puis il s'effondre. Dans le chaos, Irma Vep s'est volatilisée. Les policiers fouillent l'hôtel de fond en comble. Elle n'est pas là. Aucune trace. Aucune porte ouverte. Comme un fantôme, elle s'est évaporée dans la nuit. Bertillon serre les poings. Elle a encore un coup d'avance. Mais pour combien de temps ? La nuit s'étire sur Paris, longue et pesante, comme si elle refusait de céder sa place au jour. Les vampires sont tombés. Le règne de la terreur a été brisé. Mais quelque chose ne va pas. Dans l'ombre des ruelles, un dernier spectre rôde encore. Jean le terrible Garnier n'a pas fui. Il a couru, blessé mais vivant, traqué par la police jusqu'au toit de la capitale. Il grimpe, son sang marquant la pierre des corniches, son souffle court résonnant dans la nuit. Sous lui, Paris semble retenir son souffle. Et devant lui, la pleine lune brille d'une lueur rougeâtre. Une lune de mauvais présage. Bertillon et ses hommes le poursuivent. Le dernier acte est en marche. Arrêtez-vous, Garnier. Il n'y a plus d'échappatoire. Tonne un policier. Mais Jean Garnier ne connaît pas la reddition. Il est un fils des ombres,
un homme qui a défié la lumière. Il se redresse sur le faîte d'un toit, dominant la ville une dernière fois. Son manteau flotte comme des ailes noires. Vous croyez m'avoir tué? Murmure-t-il, un sourire glacé sur les lèvres. Les vampires ne meurent jamais. Puis une balle frappe son cœur. Jean Garnier bascule. Son corps tombe, et disparaît dans la nuit. Personne ne le voit toucher le sol. Les jours suivants, Paris célèbre la fin du cauchemar. Les vampires sont anéantis, dit-on. Mais ceux qui connaissent la nuit savent que quelque chose ne va pas. Car les ombres continuent de murmurer le nom de Garnier. On raconte que certains policiers chargés de traquer la bande ont disparu sans laisser de traces. Que des cris ont été entendus dans les ruelles désertes, des gémissements étouffés, suivis d'un silence absolu. Sur les quais de la Seine, un veilleur de nuit aperçoit une silhouette encapuchonnée, immobile sous la lumière pâle d'un réverbère. Lorsqu'il s'approche, elle s'évapore dans l'air. Plus troublant encore, des témoins affirment avoir vu un homme rôder sur les toits, là où Garnier est tombé. Certains jurent que son regard brille encore dans l'obscurité. D'autres chuchotent qu'avant de mourir, il aurait laissé derrière lui une malédiction. « Tuez-moi, et je renaîtrai dans vos cauchemars. » Pendant ce temps, Irma Vep introuvable. A-t-elle fui Paris? Se cache-t-elle dans les salons dorés, sous une nouvelle identité? Ou bien est-elle toujours là, à attendre le moment propice pour réapparaître? Bertillon, lui, ne dort plus. Il sait que l'histoire n'est pas terminée. Car si Garnier est un spectre, alors Irma est une ombre vivante. Et les ombres, elles, ne disparaissent jamais vraiment. L'affaire des vampires de Paris est close. Les journaux titrent la fin d'un règne de terreur. Les salons mondains reprennent leur frivolité, et la police parade dans les rues comme si elle avait triomphé d'un mal surnaturel. Mais Émile Verdier, lui, ne peut s'empêcher de ressentir un vide. Il a suivi cette histoire depuis le début, traqué l'ombre des vampires à travers les ruelles et les catacombes, frôlé la mort plus d'une fois. Il a vu Garnier tomber sous la pleine lune, entendu les cris de la ville, ressenti le souffle du mystère sur sa nuque. Et pourtant, quelque chose ne colle pas. Irma Vep? Personne ne l'a vu mourir. Personne ne sait où elle est. C'est un fantôme qui a appris à disparaître bien avant la chute de son empire. Le doute s'installe dans l'esprit d'Émile. A-t-elle fui Paris? A-t-elle trouvé refuge dans quelque coin obscur du monde, tissant une nouvelle toile dans l'ombre d'une autre ville? Ou bien, est-elle toujours là, tapie dans les recoins du mythe, attendant que l'oubli lui redonne du pouvoir? Les nuits deviennent étranges pour Émile. Il se sent épié. Dans les rues, il croit parfois voir une silhouette disparaître derrière un coin d'immeuble. Une cape effleurant la pierre, un murmure porté par le vent. Une fois, en passant devant un théâtre abandonné, il aperçoit une affiche déchirée. Il s'arrête, frissonne. C'est une vieille affiche d'Irma Vep. Son regard semble le suivre. Puis, une nuit, alors qu'il rentre chez lui, tout bascule. Il pousse la porte de son bureau. Il est fatigué, hanté par des souvenirs qu'il aimerait chasser. Mais il s'arrête net. Sur son bureau, délicatement posée sur ses notes, une rose noire. Son cœur rate un battement. Ce n'est pas tout. Il lève les yeux et découvre une inscription griffonnée sur le mur, à l'encre sombre, comme si une main invisible avait voulu lui laisser un dernier avertissement. Les vampires ne meurent jamais. Le silence se fait autour de lui. Il regarde la rose, le mur, puis la fenêtre entr'ouverte, laissant entrer un courant d'air glacé. Il se précipite dehors, son cœur battant. Les rues sont désertes. Aucune silhouette. Aucune ombre suspecte. Mais au loin, sur un toit bordant la Seine, une silhouette se découpe un instant contre la lune. Un manteau noir, un regard perçant. Puis plus rien. Émile Verdier reste là, figé. Il sait ce qu'il vient de voir. Il sait ce que cela signifie. L'histoire n'est pas terminée. Les vampires de Paris ne sont pas qu'une bande criminelle. Ils sont devenus une légende. Et les légendes, elles, ne meurent jamais.